peut-être la réponse dans cette session d'information. Et près d'une année après la création de la cellule d'appui au programme d'urgence intégrée de développement communautaire, la République démocratique du Congo est-elle sortie de l'ornière? Dossier à suivre tout de suite dans ce journal magazine. Si vous nous rejoignez depuis Kolwezi, nous sommes là dans la province du Lualaba. Mesdames, Messieurs, bienvenue aux 7 heures de la radio-télévision nationale congolaise. Le nombre de personnes atteintes du Covid-19 ne fait qu'augmenter en République démocratique du Congo. 674 cas confirmés, 33 décès et 75 personnes guéries. 70 nouveaux cas confirmés hier à Kinshasa. Et la note d'espoir, cependant, 438 patients sont en bonne évolution. Autre chose, d'ici peu, le gouvernement va entamer des concertations avec les acteurs du secteur pétrolier. Le but est évidemment d'échanger sur la structure de prix, annonce faite par le vice-premier ministre du budget, Jean Baudouin-Maillot, à l'issue d'une réunion présidée par le Premier ministre. On en parle avec Françoise Bouelabouaki et Pompon Oumba. La situation dans le secteur du pétrole. Le gouvernement se penche sur le tableau de la structure des prix. Ce samedi 2 mai 2020, le chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba a réuni quelques membres de son équipe concernés par la matière. Les collègues des hydrocarbures et de l'économie ont exposé sur le dossier. Nous en avons débattu et le Premier ministre a recommandé à mes collègues de poursuivre les discussions avec les pétroliers et de faire rapidement rapport au gouvernement. Donc très prochainement, Madame va lancer les invitations au secteur pétrolier pour apprécier la situation qui prévaut dans les secteurs, notamment la structure des prix de produits pétroliers. Les résultats de cette concertation vont certainement aboutir à une visibilité claire de la situation pour des orientations importantes. L'objectif est d'intensifier le message de sensibilisation dans la lutte contre le coronavirus. Le ministre d'État, le ministre de la Communication et des Médias, Jolino Makelele, a examiné avec son collègue de la Culture et des Arts, Jean-Marie Mokondi, les questions sur la mise en œuvre de production et messages de sensibilisation. Les explications de Fallon Malongi. Les deux personnalités ont eu des échanges fructueux dans l'objectif de sensibiliser correctement la population congolaise sur la connaissance exacte de l'existence de cette pandémie meurtrière au pays. Le ministre de la Culture et Arts a fait part aux patrons de médias congolais l'exclusivité de quelques productions de messages de sensibilisation contre la propagation du Covid-19, notamment les chansons et les scénettes comme pierre à l'édifice, en vue d'accompagner le gouvernement de la République dans cette optique. Le secteur de la culture est lourdement impacté par cette pandémie. C'est ainsi que les artistes, les opérateurs culturels se sont organisés de leur façon. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour stopper la pandémie? Et au jour d'aujourd'hui, ils ont produit une chanson, les artistes musiciens, et les artistes comédiens ont produit une pièce de théâtre qui fait 36 minutes. Et c'est ces deux œuvres que je venais de remettre à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, pour la vulgarisation, pour la sensibilisation davantage de nos populations à propos de cette pandémie. Les ministres d'État, ministre de la Communication et Médias, David Jounou Diouan-Povesa Makelele, très ouvert aux échanges, à prôner un travail harmonieux. De l'imagination, les Congolais en ont, surtout pendant cette période de crise sanitaire. Un modèle type de solution hydroalcoolique a été présenté au ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a par la suite reçu une délégation de la Congolaise de développement industriel et de distribution, Betty Amanikunda.
Les produits Badi issus de la transformation de la farine de manioc et de la semoule de maïs seront bientôt mis sur le marché quinois, ce dans le cadre du programme d'urgence alimentaire, une vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en cette période de crise sanitaire mondiale. Le chargé de projet des Codicis, la Congolaise de développement industriel et de distribution, Trésor Meko, est venu présenter les échantillons au ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, coordonnateur du dit projet. Nous avons été voir le ministre pour lui présenter officiellement 2 projets de transformation de produits agricoles que nous avons mis sur le marché dans le cadre du programme alimentaire d'urgence. Il s'agit du produit Badi, la farine de manioc et semoule de maïs et la farine de maïs, conditionnée sous 2 formats de 10 kg et de 25 kg. L'objectif est de pouvoir mettre ce produit à la disposition de ménages congolais à des prix qui permettent à tout le monde de pouvoir se l'approprier. Le projet d'urgence alimentaire a été mis sur pied par le gouvernement pour approvisionner les centres urbains du pays en denrées de première nécessité en cette période de crise planétaire due au Covid-19. De la semaine prochaine, le deuxième convoi des véhicules militaires Kamaz, réquisitionnés par le gouvernement de la République dans le cadre de ce projet, va arriver à Kinshasa. La lutte contre la pandémie du coronavirus, un prototype de gel hydroalcoolique a été présenté au ministre de l'Industrie, œuvre du génie créateur congolais. Diba Massamba compte à travers ses créations, les lave-mains intelligents et la machine de gel hydroalcoolique accompagner les gouvernements dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Le gel alcoolique sera fourni par les étudiants de la faculté de pharmacie de l'université de Kinshasa, dont les représentants ont pris part également à cette réunion. 2 mois de prière pour la nation et la province du Lualaba contre le Covid-19. Richard Mouyej-Manguez-Mons et les pères de confession religieuse vont implorer la miséricorde divine pendant tout le mois de mai et celui de juin en faveur de la République démocratique du Congo en général et de la province du Lualaba en particulier. Commentaire Joseph Oscar Mbalkaïch. Dans cette salle de l'hôtel du gouvernement, ce 1er mai, des représentants des confessions ont pris part à une prière interreligieuse. Cette initiative fait suite à un communiqué de presse signé par le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej-Manguez-Mons, décrétant le mois de mai et juin, mois de prière sur toute l'étendue de la province du Lualaba, afin de lutter contre le Covid-19. Tout en reconnaissant et en félicitant les efforts humains déployés, notamment ceux des scientifiques, pour vaincre la pandémie du Covid-19, je reste convaincu qu'il faille recourir à la grâce divine et appeler l'Éternel des armées à nous venir en aide, à venir à la ressource de l'humanité. Voilà la raison de la présence de nos pères spirituels, les chefs des confessions religieuses, pour que nous ayons tous le regard tourné vers le ciel et implorions les secours de l'ancien des âges, le maître des temps et des circonstances. Église catholique, orthodoxe, kimbanguiste, méthodiste, musulmane, église de réveil et même celles indépendantes ont chacune par le biais de leurs représentants adressé des prières à Dieu en faveur de la province du Lualaba en particulier et le pays en général. Le gouvernement et l'Assemblée provinciale qui se sont fermement engagés dans la riposte contre le Covid-19 en mettant sur pied des équipes rodées, estiment que Dieu demeure le rempart efficace dans la lutte contre le Covid-19, a renchéri le président de l'Assemblée provinciale. Le Lualaba est sur tous les fronts dans cette lutte et développe davantage la communication sur cette pandémie en parfaite harmonie avec la coordination nationale de la riposte contre le Covid-19. Mais aujourd'hui, toutes les nations mènent un seul combat qui est Covid. Autre chose, le nombre de personnes le plus exposées au Covid-19 figure également les personnes vivant avec handicap. Celles confinées au village Bondeko ont été sensibilisées hier sur le respect de mesures barrières, nous dit Cédric Kenina.
Lâché de solidarité et d'amour de l'imam Moussa Mondo, vice-ministre des hydrocarbures, ne cesse de produire ses fruits pendant cette période de crise sanitaire. Elle s'est élargie sur toutes les couches sociales, nonobstant leur appartenance religieuse. Pour ces débuts de week-end, n'ayant pas profité du repos comme tout autre travailleur, Moussa Mondo s'est rendu de nouveau sur le terrain, cette fois en sa qualité de membre d'honneur de l'organisation humanitaire Ouhiz Hussein et sur invitation de l'ONG Les Gestes. Le Benjamin du gouvernement Ilunga Ilunkamba est venu au chevet des personnes vivant avec handicap au village Bondeko, dans la commune de Kinshasa. Parmi les biens apportés, l'on peut apercevoir les riz, le sucre, le pain et autres produits de consommation. Ajoutez à cela des cache-nez et des solutions hydroalcooliques. Le vice-ministre Moussa Mondo a également sensibilisé sur les gestes barrières. Si vous n'avez rien à faire, restez chez vous. Restez chez vous dans vos maisons. Évitez de trop circuler, de trop marcher inutilement. Et c'est comme ça qu'on va se protéger. Nous allons aussi protéger les autres. Ouhiz Hussein est venu pour contribuer, pour participer aux efforts des dirigeants du pays pour la sensibilisation contre le coronavirus. Eh bien, chez nous, au village Bondeko, les personnes handicapées sont considérées comme des membres à part entière de notre société. Il s'est indiqué que cet élan de sensibilisation et ces gestes de générosité développés pendant un certain temps par l'imam Moussa Mondo depuis l'appel à la solidarité nationale lancé par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, cela va se poursuivre dans les jours à venir au profit d'une autre catégorie de Congolais. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé avec le comité de coordination du Fonds national de solidarité contre le coronavirus sur le bon fonctionnement de cette structure à caractère social en début de semaine. Les compatriotes de l'Ituri, sécurité durable, province au cours de avec le président et les retours sur Moïse. L'instauration de la paix durable dans la province de l'Ituri était au centre de l'entretien de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de guerre Emma Elentou, rassembleur de chefs de l'État, a tenu à trouver ensemble les voies et moyens de ramener la paix et la sécurité de manière durable et définitive dans cette province meurtrie par des affrontements sanglants. Les interlocuteurs du chef de l'État ont apprécié à sa juste valeur la préoccupation permanente du président de la République d'œuvrer davantage avec toutes les parties concernées pour le retour de la paix et la sécurité dans cette partie du pays. Le chef de l'État leur a confié la mission de sensibiliser tous les compatriotes de l'Ituri pour qu'ils parlent tous un même langage, celui de la paix et la sécurité de la province. Conduit par le cardinal Fridolin Ambongo et le révérend Bukundoa, le comité de coordination du Fonds national de solidarité contre le coronavirus a échangé avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur les voies et moyens de bon fonctionnement de cette structure à caractère social. La création de ces fonds nationaux fait suite à l'entretien que le président de la République a eu avec les chefs des confessions religieuses, au cours duquel il leur a transmis son intention d'associer les hommes d'église à la lutte contre la pandémie de coronavirus et les besoins d'assistance aux personnes éprouvées. Les chefs de confessions religieuses ont réitéré leur engagement pour le bien-être de la population. Les coordonnateurs et coordonnateurs adjoints du Fonds national de solidarité contre le coronavirus ont proposé au chef de l'État quelques aménagements relatifs à leur statut de père spirituel d'église, aménagement approuvé par le chef de l'État, a indiqué l'abbé Donatien Cholet au sortir de cette rencontre. Il a ajouté que les chefs de confession religieuse ont remercié le président de la République de la confiance qu'il a placée en leur personnalité.
Le recadrage du budget évoqué au Parlement avec le Premier ministre, le Covid-19 qui s'étend sur le pays avec une 7e province touchée, le coronavirus et plutôt la caravane humanitaire qui s'est poursuivie dans l'ex-Katanga sont entre autres des sujets qui ont alimenté l'actualité dans la semaine. Le résumé de la semaine en 5 avec Edith Chala. La semaine qui s'achève a connu un bond inquiétant des cas confirmés du Covid-19. Plus d'un demi-millier de cas avec une 7e province qui s'ajoute, le Congo central. L'on enregistre 32 décès, 75 guérisons et plusieurs cas en bonne évolution. Alors que les efforts pour trouver la thérapeutique appropriée sont louables, il y a tout de même un volet crucial, pas suffisamment pris en compte, l'après-confinement. La fin risque de faire plus des ravages que le Covid-19. La Caritas, qui se veut avant-gardiste, a signé par son président du conseil d'administration, le cardinal Fridolin Ambongo, un accord d'appui aux producteurs agricoles dans le cadre du plan de contingence contre les conséquences du Covid-19. À la prison de Ndolo à Kinshasa, le nouveau coronavirus est une réelle menace pour les pensionnaires de cette maison carcérale. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme s'y était rendu à la tête d'une délégation pour s'assurer des conditions de détention qui doivent davantage être améliorées en cette période de lutte contre la pandémie de Covid-19. Au Parlement, les bureaux des deux chambres ont reçu le Premier ministre chef du gouvernement. Il était pour ce dernier question de présenter les soucis financiers consécutifs aux mesures de lutte contre le coronavirus. Il faudrait serrer la ceinture pendant la période des vaches maigres en réduisant sensiblement le train de vie des institutions. L'autorité budgétaire a été consultée par le Premier ministre pour un recadrage budgétaire. L'actualité de la semaine est aussi restée marquée par cet impair au Sénat. La sénatrice Goya Kitenge voulait visiblement savoir un peu plus sur le marché qui a conduit à la rénovation de la salle de plénière de la Chambre haute du Parlement. Le président du Sénat, l'honorable Alexis Tombé-Mwamba, estimait lui que le dossier était suffisamment transparent pour qu'on ait besoin d'en savoir plus. Et le fait divers qui s'en est suivi était tout simplement au menu de tous les débats. Les précipitations abondantes qui ont arrosé les parties sud-est et sud de la République démocratique du Congo ont causé plusieurs dégâts. Les rivières sont sorties de leur lit et les populations riveraines ont toutes les mains sur les têtes. Habitations inondées, biens emportés et des vies humaines ont été fauchées. Le gouvernement de la République a dépêché une délégation conduite par le ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale, Steve Mbikaï, et l'a volé des villes en ville pour porter secours à ces Congolais. Ouvira, Kalemi, Bukama, Mitwaba, la liste est longue. Au courant de la semaine, le monde a célébré de manière particulière la Journée internationale du travail. Solidaire plus que jamais, le thème a bien convenu aux circonstances. Les masses laborieuses devenues oisives, pour la plupart à cause du coronavirus, avec l'impératif, devenu tristement célèbre aujourd'hui, restez chez vous. La ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Néné Ilungankulu, a fait un message. Chaque institution d'enseignement supérieur et universitaire a démontré que le volet 3e des missions qui sont les leurs, service à la communauté, pouvait être actionné dans le cadre de leurs spécificités. L'Institut supérieur des arts et métiers ISAM est dans la confection des cache-nez plus adaptés. Le ministre des tutelles a visité les ateliers. Nous allons faire un autre retour en arrière pour parler cette fois-là de journaux parus cette semaine avec Jean-Pierre Ndol-Demazo. La ministre RD congolais des Affaires étrangères tape du poing sur la table. Actualité.cd rapporte la réaction de Marie Toumbanzeza au propos discourtois du journaliste Christian Malard à l'égard du président de la République Félix Tshisekedi et de son prédécesseur Joseph Kabila, les traitant de tyrans et d'escrocs. La patronne des Affaires étrangères exige des excuses publiques de la part du journaliste de la chaîne I24 News. Exigence acceptée par Christian Malard, reprise par casinfo.ca. Ce dernier reconnaît que ses propos ont heurté le président Tshisekedi, l'ancien président Joseph Kabila et le peuple congolais et a présenté des excuses à la République démocratique du Congo.
Nomination des secrétaires généraux par la ministre de la fonction publique, le regroupement politique Le Changement en marche dans infolive.cd exige l'annulation pure et simple de cette mise en place qu'elle juge irrégulière et contraire à la Constitution. Une mise en place annulée par le chef de l'État, Politico.cd évoque la lettre du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État à la ministre de la fonction publique sur instruction du président de la République. Le potentiel online.net s'étonne que la ministre n'ait pas requis l'avis préalable du Conseil de ministres avant de publier son arrêté conformément à l'instruction du Premier ministre datant du 20 janvier 2020. Congo Actu boucle ce dossier de la mise en place à la fonction publique par la plainte déposée contre la ministre Yolande Ebongo par M. Ilunga Masuluendu au parquet général près la cour de cassation de la Gombe pour usage des actes de faux en écriture. Covid-19, dont périmé des masques et gants offerts au Kasaï oriental, Scoop RDC, site Sassim, société à nuit Congo d'investissement minier installée dans le territoire de Miabi. Le gouverneur du Nord Kivu annonce dans Actu 30 la reprise du trafic aérien entre sa province et l'Ituri, le Maniema et la Tchogo. 7sur7.cd parle du retour au pays du Dr Mouyangi, chercheur congolais, auteur du protocole Covid organique sur invitation du chef de l'État. État de santé de Vital Kamerhe à Makala. Interview.cd rapporte les inquiétudes de voix des sans-voix qui plaident pour que le directeur de cabinet du chef de l'État reçoive des soins appropriés. Politico.cd revient sur le dossier de 100 jours et note que Vital Kamerhe est accusé d'avoir reçu un don de parcelle de Jamal Sani. Le procès du directeur de cabinet du chef de l'État aura lieu le 11 mai prochain. Un autre dossier, c'est celui de l'ancien Premier ministre Chibala qui, selon cassinfo.ca, est transmis au procureur près la Cour constitutionnelle. L'ancien chef du gouvernement est accusé de détournement présumé des primes de ses anciens collaborateurs. Scandale au Sénat. En lieu et place de répondre à la demande de la sénatrice Goya sur les éclaircissements dans la passation du marché pour la transformation du Sénat, note 7sur7.cd, Alexis Tamboué Mwamba déshabille publiquement Bijou Goya. On termine cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse par News FR qui parle de la plainte de la sénatrice Bijou Goya contre Alexis Tamboué Mwamba qui l'avait humilié en pleine séance du Sénat. La question du développement du pays par le ville a montré ses limites, la difficulté pour transformer les efforts de résolution de problèmes en véritables projets bancables tend à se pérenniser dans la volonté du chef de l'État de changer de paradigme. Il a mis en place la cellule d'appui au programme d'urgence intégrée de développement communautaire. Je l'ai dit dès l'entame de ce journal. Sommes sortis de l'ornière? Peut-être que oui, comme nous dit le coordinateur de la cellule 2 dans ce dossier réalisé par Edith Chala. 2 345 000 km² de superficie, 80 millions d'individus vivant pour plus de la moitié en milieu rural, dans une pauvreté criante. Comment changer rapidement cet état de choses? La cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire, CAPUI-DC, mise en place par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, doit imaginer la formule. Et le coordonnateur de cette cellule, et conseiller spécial du chef de l'État Philippe Ngwala Malemba, a trouvé le levier. La cellule a deux piliers d'action. Le premier pilier porte sur l'élaboration des projets bancables, structurants, à grand potentiel de création d'emplois, surtout pour les jeunes. Et pour ces piliers, nous sommes déjà très avancés. Nous avons couvert toute l'étendue du territoire. Effectivement, je dirais qu'il nous restait 2 provinces à pouvoir couvrir. Les actions ou les missions sur terrain ont été un peu suspendues suite à l'avènement de cette pandémie. Et là, nous avons été dans 24 provinces déjà.
nous avons identifié avec toutes les parties prenantes les filières à grand potentiel de création d'emplois. La faible capacité de mobilisation des ressources pour des projets d'une telle ampleur sur l'ensemble du pays, ajouté à cela l'environnement des affaires pas encore assaini, un diagnostic bien posé par une expertise avérée envisage les solutions autrement sans éluder ces obstacles. Une des plus grandes causes de la faiblesse de mobilisation des ressources chez nous, c'est notre faible capacité à susciter des partenariats stratégiques. Et pourquoi on n'arrive pas à susciter des partenariats stratégiques? C'est parce que nous ne disposons pas de projets véritablement bancables, structurés et intégrés. C'est cette approche que la KPUDC amène. À travers des projets bien structurés, intégrés, bancables, nous pouvons aujourd'hui mobiliser des partenariats stratégiques. Nous sommes très avancés dans les discussions avec des partenaires ciblés, de vrais partenaires que nous connaissons très bien, qui ont la surface financière, qui ont la capacité. Et donc ces partenaires vont venir à travers ces projets structurants, bancables, que nous sommes en train d'élaborer, et venir en fait développer des différentes filières en partenariat avec nous, en partenariat avec le petit et moyenne entreprise, le petit et moyenne industrie, pourquoi pas aussi les organisations paysannes qui sont dans les 26 provinces. La complexité de la tâche requiert des compétences et des gros bras pour la mobilisation des ressources. Philippe Ngwala Malemba, qui conduit cette cellule, sort des milieux de la finance internationale et fait justement figure de ce gros bras dans le domaine. Un profil bien adapté, concepteur de l'approche communautaire de la réinsertion socio-professionnelle des jeunes dans les pays en transition à la Banque africaine de développement BAD, où il a passé 12 ans comme économiste du développement en chef, chargé de l'emploi dans la région Afrique centrale. C'est une longue expérience mise au service de son pays, 6 ans coordonnateur de programme et expert en suivi et évaluation à l'USAID, le tout précédé par plusieurs années dans le secteur privé. Philippe Ngwala Malemba, depuis son bureau, il a une excellente vue sur Kinshasa, regarde dans le vide. C'est une source d'inspiration pour donner le meilleur de lui-même afin d'atteindre les résultats que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, attend de la cellule à court, moyen et long terme. Qui peut dire avec exactitude le nombre de la population congolaise et combien de Congolais bénéficient de programmes de développement élaborés par le gouvernement et ses partenaires? Ces questions et bien d'autres démontrent l'urgence d'organiser le recensement de la population pour mettre un terme à la spéculation. Un dossier de Médard Mbouyal Mangala. Veille de la célébration du 60e anniversaire de notre pays, l'on peut alors s'interroger sur le nombre exact de la population congolaise. Combien sont-ils les citoyens congolais? Pourquoi la question du recensement de la population ne s'inscrit-elle pas dans l'urgence de l'agenda politique? Les politiques publiques ne pourraient être efficaces que si elles s'adressent à des populations bien connues et situées dans un espace géographique. Il y a donc un lien entre l'effectif de la population et la planification sociale et économique du développement. En matière des estimations plus ou moins ne tiennent que pour 20 ans, avec des hypothèses derrière. Donc, toutes les estimations qu'on utilise aujourd'hui sont dépassées. Ce qui veut dire que tous les programmes de développement qu'on fait n'ont pas une base solide. Ce qui fait qu'il est difficile d'évaluer ces programmes-là par la suite parce qu'on ne sait pas c'était reposé sur quelle base, sur quelle hypothèse, sur quelles données en rapport avec la population. Encore une fois, on a besoin des effectifs de population et de sa structure pour asseoir les bonnes politiques de développement social et économique. Aujourd'hui plus que hier, les nouvelles technologies de l'information et de la communication avec en toile de fond la numérisation des données est une opportunité à saisir à tout prix. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment à travers la numérisation, va nous amener à la maîtrise de la variable population, à améliorer notamment les systèmes d'état civil parce que les données sur la population proviennent, vous l'avez dit, du recensement, mais nous savons que le recensement est une opération lourde, périodique, qui généralement se fait tous les 10 ans, mais alors que le système d'état civil, lui, est permanent. Alors si on améliore le système de l'état civil, on l'informatise, on les numérise, ça permettra à l'État d'avoir une maîtrise, non seulement sur la population, mais moi je parle ici sur la population, mais sur bien d'autres agrégats économiques, ça permettra une certaine traçabilité,
même au niveau des ressources, des recettes et des dépenses. Mais bon, puisqu'on parle de la population, ça permettra aux gens de faire des déclarations partout où ils sont. Il ne faut pas nécessairement que les gens se déplacent, faire les bureaux de l'état civil. On peut créer un système, on peut créer des plateformes où les gens peuvent déclarer, alimenter le système de l'état civil de partout où ils sont à travers leur téléphone, leur ordinateur, etc. Si on forme ces gens, on inscrit un programme de modernisation, de numérisation, d'informatisation des services de l'état civil, déjà on va libérer de l'espace. Il n'y aura pas de l'espace physique pour mettre tous ces registres. On va enregistrer, sauvegarder ces registres à travers l'ordinateur et ça peut s'échanger facilement et ça peut s'exploiter. Donc, les personnels, il faut les former à cette nouvelle disposition. Et il y a des gens, il y a des spécialités, il y a des experts au pays, tant au niveau du département de démographie, comme je l'ai dit, mais ça demande aussi des experts en informatique, en élaboration, en programmation. Et tous ces experts-là, le pays dispose de tous ces experts aujourd'hui qui ne demandent qu'à être mobilisés, à être intégrés dans un vaste programme de numérisation comme le président l'a lancé dernièrement, mais encore faudrait-il que ce programme se mette réellement en marche. Dernière question. Le premier dernier recensement scientifique de la population congolaise date de 1984. 36 ans après, tout le discours sur la population relève des estimations statistiques. En comblant ces vides, l'État congolais se dotera d'un instrument de développement. Parlons politique pour terminer. Le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie a procédé à la remise de vivres et non-vivres à des notables du parti pour que les indigents ne meurent de faim. C'est au siège du PPRD que la cérémonie a eu lieu ce samedi en début d'après-midi. Reportage Louis-Dor Balekelay. Au siège national du parti de Joseph Kabila Kabange, ce samedi 2 mai 2020, en début d'après-midi, Emmanuel Ramazani Chadari, le secrétaire permanent de cette formation politique, a encore une fois remis un important lot de vivres et non-vivres aux notables du PPRD, membres du bureau politique et du Conseil national. Il s'agit de points focaux représentant les différentes zones géographiques et linguistiques du pays. Ils ont été chargés par Ramazani Chadari, au nom du président national Joseph Kabila Kabange, de distribuer cette assistance aux ressortissants de ces espaces géographiques vivant à Kinshasa. Il s'agit de Marcelin Chichambo pour la zone Est comprenant les provinces du Nord et Sud Kivu ainsi que du Maniema. Gaston Moussemena pour l'ex-grande province orientale comprenant la Chopo, le Haut-Tuélé, le Bas-Tuélé et l'Ituri. Jean Kimbunda Murikela pour la zone ouest comprenant l'ex-Grand Bandundu, Kinshasa et le Congo central. Marcelin Chiboui pour l'ex-Grand Kasaï comprenant le Kasaï central, le Kasaï oriental, le Kasaï, le Sankoro et la Lomami. Dieudonné Moïse pour l'ex-Grand Katanga comprenant quant à lui le Haut-Katanga, le Tanganyika, le Lualaba et le Olomami. Enfin, le professeur Mboyo pour l'ex-Grand Équateur qui comprend le nord Ubangi, le sud Ubangi, la Chuapa et la Mongala et la province de l'Équateur. Ces points focaux représentant les différentes zones géographiques du pays ont été instruits de partager en toute solidarité cette assistance du parti, même si tout le monde ne saurait être servi. Les gens viennent en ville, c'est pour avoir quelque chose à manger. Quand on donne à manger, on permet à nos membres de rester à la maison et ça diminue également la propagation de cette pandémie de coronavirus. Les bénéficiaires ont, au nom de leurs caucus provinciaux, remercié le président national du PPD Joseph Kabila Kabange et le secrétaire permanent Ramazani Chadari. Fin de cette session d'information de Érudis Kitutu réalisée par Ramadan Pouki. Merci à vous, aimables téléspectateurs, de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur votre télé. Restez à la maison et observez les gestes barrières pour faire face à cette pandémie. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h. D'ici là, portez-vous bien.